Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Michel. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu Michel Matta. Vous êtes chercheuse auprès du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc vous faites partie de cette cohorte en quelque sorte de chercheurs qui sont à Lyon. Vous travaillez sur la recherche contre le cancer évidemment, vous êtes épidémiologiste et vous travaillez en particulier sur l'environnement, tout ce qui fait sur les datas, l'enregistrement, la collecte des datas pour essayer de voir quels sont les liens entre ce qui nous environne et les liens avec la maladie, avec les différents cancers. Mais Michel, on va tout de suite commencer cette émission par la première question, vous la connaissez. Est-ce que vous pensez être une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, cette notion d'engagement? Oui, je pense que je suis une femme engagée, mais peut-être pas au sens approprié du terme, genre militante, mais dans la recherche ou dans mes activités de chaque jour. Je considère que je suis assez engagée avec mon environnement, avec les actions, avec la mission que je porte en essayant de réduire le problème, l'incidence du cancer dans le monde, de par les différents projets que je porte, et aussi au niveau personnel, en tant que femme qui est issue d'un pays du Sud, notamment le Liban, et qui est là, qui est aussi française aussi, et qui représente cette population-là qui a immigré, qui est là en tant qu'expatriée, mais aussi pays de cœur étant la France. Donc, du coup, oui, je pense que je suis assez engagée à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement pour moi? Sans engagement, il n'y aurait pas de changement. Donc, je pense qu'il faut être engagé sur les notions et les valeurs et les thèmes qui nous tiennent à cœur. Moi, notamment, la santé, qu'elle soit accessible à tous, que ce soit de par le monde, sur les systèmes de santé et tout ça. Donc, pour moi, s'il faut faire le changement, si on veut voir du changement, il faut commencer par soi-même. Donc, du coup, oui, voilà. D'où cette notion d'engagement, puisque vous êtes chercheuse dans un contexte international, vous êtes franco-libanaise, vous l'avez dit. En préparant l'émission, on se disait que vous parlez couramment 3 langues et que vous faites la gymnastique en permanence, finalement, entre le français, l'arabe et l'anglais. Oui, exactement. C'est pas simple, hein, comme... non, en tout cas, pour moi, c'est plus simple. Pour vous, peut-être. Oui, c'est plus simple. Si on grandit avec ce genre de gymnastique tout le temps dans la tête, du coup, c'est plus simple de maintenir ces 3 langues parce que ça dépend du mot qui vient dans la langue qu'il faut. Faut que ce soit la bonne au bon moment. La bonne au bon moment. Et par moment, ce qui se passe, c'est le cerveau. Vous connaissez le cerveau. Si je dois rester focalisée en français, c'est les autres langues qui viennent en premier. Ah, c'est vrai. Oui, mais après, une fois que je suis plus relax, ça va. Et écoutez, pour l'instant, le départ est le bon. Donc oui, cette notion d'engagement, c'est ce qu'on disait. En fait, comment elle se concrétise dans votre quotidien? Elle se concrétise dans votre métier au sein du cirque, ou elle se matérialise à d'autres endroits? Au sein du cirque, oui, bien sûr, de par mon travail, la nature de mon travail, qui est aussi de coordonner beaucoup, et donc du coup d'essayer d'écouter les gens et de laisser la place et de montrer l'exemple pour les autres. Du genre parce que c'est pas simple, moi dans mon travail il y a aussi cette coordination d'un consortium où on a notamment des parties prenantes au niveau de l'Europe présents, que ce soit des centres, institutions de recherche ou des financeurs comme l'Institut national de cancer par exemple, et c'est des personnes qui sont assez seniors qui siègent dedans, et moi je suis notamment la junior, et essayer de coordonner des gens qui sont plus seniors que soi, d'avoir cette crédibilité, il faut savoir être présente et les écouter, et en même temps proposer des choses, et aussi essayer de ramener aussi la génération qui vient. Du coup, les chercheurs juniors, un peu quelque part. Et donc, du coup, en créant cet espace aussi pour les juniors, je pense que d'une façon ou d'une autre, j'ouvre la porte pour moi et pour les autres, quelque part. Ah oui, c'est chouette. Oui, oui. C'est exactement ça. Oui, donc
Donc ça, c'est de par mon expérience professionnelle. Ouais. Et au niveau personnel, je suis engagée sur ma culture libanaise, de par où j'essaye de ramener un peu plus de zeste libanais dans ma vie de tous les jours et de par la cuisine ou bien de par aussi les appellations un peu sur certaines nourritures, je sais pas, pour montrer ça. Mais quel regard vous portez, vous, sur la place des femmes en France, puisque là, vous habitez à Lyon. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes, elles sont suffisamment présentes, visibles dans l'espace public aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut encore améliorer ? Vous parlez de la position avec les générations plus seniors, il faut savoir se faire écouter, se faire entendre. Quel est votre regard, vous, justement, avec un œil plus international, sur la place des femmes en France ? Si je vais comparer avec mon environnement de base, donc le Liban, elles sont plus présentes, c'est sûr. Après, l'environnement, il est adapté, mais pas complètement. Il est adapté pour certains profils. Par exemple, si on veut être carriériste, il faut vraiment sacrifier tout et se focaliser juste sur sa carrière. Et par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la science, mais dans les pouvoirs décisionnels, on ne les voit pas. Beaucoup moins, oui, c'est clair. Exactement. Donc ça reste une réalité. Ça reste une réalité, oui. Oui. Une réalité qu'on fait des efforts, mais combien on en fait, ça dépend des environnements dans lesquels nous sommes. Et même au niveau international, on peut encore voir ce genre de choses, que les femmes ne sont pas très présentes au niveau décisionnel. Alors, vous êtes chercheuse, oui. Mais on va parler de votre parcours. Vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivée aujourd'hui à ce poste au sein de cette organisation internationale. Oui. Mais moi, j'ai envie de savoir, Michel, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande ? Vous vouliez déjà être chercheuse ? Non, je voulais faire de la médecine. D'accord. De la médecine. J'en suis pas loin. C'est un doctorat, c'est docteur d'une façon différente. Ouais, c'est ça. Oui. Dès toute petite, vous vouliez être dans la médecine ? Oui, j'ai mon papa qui est chirurgien. Ah, d'accord. Donc, je prenais comme exemple mon père. Et du coup, j'aimais beaucoup tout ce qui est en relation avec la médecine. Et j'étais fascinée par les opérations. Lui, il est chirurgien. Donc, du coup, il m'a inspirée. Mais au fur et à mesure, ce que j'aimais bien aussi dans cet aspect-là, c'est d'avoir découvert, par exemple, Médecins sans frontières, où je pourrais faire de l'impact au niveau des personnes qui n'ont pas l'accès aux soins, on revient à ça. Et puis après, ce que j'ai découvert plus, c'est que, en effet, moi, comme de base, ma licence, elle est en nutrition et diététique. Et du coup, j'ai découvert que j'aimais bien prévenir, du coup, avant d'arriver au traitement, du coup, avant d'arriver aux symptômes. Et du coup, on est ce qu'on mange quelque part. Donc, du coup, la nutrition m'est venue comme quelque chose qui était... Comme une évidence. Comme une évidence, oui. Mais alors, attendez, ça, c'est déjà quand vous étiez un peu spécialisée, mais donc vous vouliez faire médecine, donc qu'est-ce que vous faites après le bac, enfin après le lycée, vous faites quoi ? Je rentre à l'université, notamment c'est une université, l'université libanaise américaine à Beyrouth. Et pour faire de la biologie, le parcours médecine dans les écoles plutôt américaines, c'est on fait 3 ans de biologie, puis on passe un concours qui s'appelle le MCAT. D'accord. Et c'est là où on voit si on devient médecin ou si on commence le parcours, autre chose. Et en fait, j'ai réalisé en faisant la médecine, j'ai réalisé que c'était pas quelque chose que je voulais, en effet. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, vous avez fait vos 3 ans de biologie ? 2 ans. 2 ans. Au bout desquels, j'ai réalisé que, en fait, la nutrition était plus ce que j'aimais et ce que je voulais faire, parce que je pouvais aussi être plus au niveau communautaire d'une façon différente et aussi au niveau prévention, surtout. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui. Oui, donc vous êtes finalement focusé, recentré sur l'aspect un peu en amont en fait des choses, c'est ça ? Sur le volet nutrition. Donc là, vous faites quoi en fait ? Vous faites une spécialisation ? Ça marche comment ? Là, on fait... c'était une licence en nutrition et diététique au Liban, où il y avait différents volets qu'on explorait, dont comment traiter certaines
comment essayer de maintenir un point sain ou bien au niveau de maladies chroniques, etc. Ah oui, Donc d'accord. médicinal à ce niveau-là, mais aussi au niveau de food science, du coup agroalimentaire. Agroalimentaire, ouais. Oui, et aussi au niveau des restaurants, la gestion hôtelière aussi, au fait. Ah oui, Donc, d'accord, c'était 3 ok. volets complètement différents. Oui, complètement différent, ouais. Oui, et il y avait aussi un volet recherche. Ok. Que j'ai découvert la recherche comme ça, au fait. Dans ma 3e année de nutrition, on avait quelque chose qu'on appelle un projet de fin d'études. Ouais. Et cela, il fallait voir si les régimes détox étaient efficaces. Du coup, c'est là que j'ai eu Alors, mon livrez-nous le premier secret. goûter. Se détoxifier, je pense pas tout Ça suffit l'équilibre. pas, Oui, ça ça suffit suffit pas. pas. Non, 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 non. C'est un tout. C'est Oui, une c'est ça. hygiène de vie, en Oui, fait, c'est ça, en fait, finalement. Et finalement, ce n'est pas loin de ce que je fais aujourd'hui, quelque Ouais, c'est part. Plutôt sur le facteur de risque accès pour prévenir le cancer Ouais. à long terme, quoi. Ouais. Et du coup, c'était là. Mais puis après, quand j'ai fini ça, je voulais me spécialiser, faire un master. Et c'est là que la santé publique est venue. Vous a rattrapé. M'a rattrapée. Et du coup, je voulais sortir du Liban. Ok. Oui, et donc du coup, l'idée, c'était d'avoir une expérience à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Lyon Ok. pour un Master 1, où Ouais. j'ai fait Master de santé publique. Et une petite anecdote, c'est que le premier jour où j'arrive à Lyon, c'était à Grange-Blanche. Ouais. Je vais me balader c'était le premier jour de cours, je me balade pour acheter à manger et je vois une grosse tour. Et en fait, c'était le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Je regarde, je dis « Ah, je ne savais pas qu'il y avait ce centre ici. » C'est nos anciens locaux, du coup. Et je regarde, je dis « Ah, ce serait trop cool si je pouvais y être, quoi. Ouais, un jour travailler. Et 6 mois plus tard, je passais les portes pour faire mon premier stage là-bas. Ah oui, comme quoi, c'est un petit côté destin. Oui. oui, qui m'a attirée, oui. Donc, vous avez fait votre master, vous avez fait un stage. Oui, je fais un premier stage. Là, j'ai eu une petite notion sur l'épidémiologie. J'ai travaillé sur les acides gras et l'obésité dans une cohorte au Liban. Donc, c'était sympa pour une première découverte, mais j'ai toujours voulu aussi voir le côté implémentation. Du coup, ça, c'était pour le Master 1. Pour le Master 2, c'était plus action de santé publique comme spécialité. Et là, j'étais à la nutrition plus, mais pour le deuxième stage, j'ai été à la branche en implémentation. D'accord. Et là, j'ai travaillé sur les infections, plutôt vaccination, HPV. Ok. Oui. Et après, je voulais commencer une thèse, mais faute de financement, je me suis dit, bon, on va prendre plus de diplômes. Ah oui, d'accord, ok. Et j'ai un deuxième master en communication internationale des sciences de la santé. Ah oui, vous plaisantez pas, vous? Non. Ah oui, d'accord, ok. À défaut d'avoir fait médecine, je voulais faire le même nombre d'années d'études. Oui. Ah oui, ok. Mais moi, j'ai collectionné des diplômes plus Voilà, c'est ça. à ce niveau-là. Et du coup, oui, au bout de ce master-là, j'ai fait un stage à Médecins sans frontières. Ah, donc vous avez finalement coché tout ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus petite. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Et c'était intéressant parce que c'était plus de la traduction médicale, mais qui était à destination directement du terrain. Ça aidait les opérationnels à synthétiser, à harmoniser les données sur le terrain, en l'occurrence, pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et alors, comment vous vous retrouvez chercheuse aussi quelques années plus tard? Bah, en même temps, je n'avais pas abandonné l'idée de vouloir faire une thèse. Du coup, je suis revenue voir ma tutrice de stage, de premier stage au cirque, du coup. Et c'est là qu'elle m'a dit oui, bien sûr, et que j'ai commencé une thèse sur les acides gras, le risque de cancer du sein et la mortalité. D'accord. Et du coup, c'était 3 ans. 3 ans durant le Covid aussi. Ah oui. Oui, à faire une thèse.
C'était challenging, oui, mais c'était bien parce qu'au bout de laquelle j'ai développé tout le côté épidémiologie. Et c'est à ce niveau-là que je me suis dit, bon, j'ai besoin d'extrapoler ces données-là et d'essayer. Donc, si vous voyez, il y a un peu un retour toujours à vouloir faire plus un impact au niveau public. Et déjà, analyser des données, faire tout ça, c'est très bien. Mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois qu'on a analysé ces données, qu'on a vu qu'il y a ces résultats, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Et c'est là où j'ai fait un postdoc et je suis passée à la branche dans laquelle je suis maintenant, qui est la branche environnement. D'accord. Oui. Et là, j'ai intégré le consortium qui est Cancer Prevention Europe. Donc, et ce consortium-là, il a été mis en place par l'Union européenne pour faire face au problème du cancer qui est en croissance. En croissance, exactement. Et du coup, qui vient de l'idée où chaque pays ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de coordonner nos actions pour pouvoir faire face à ce problème. Surtout que la prévention vient comme une solution très évidente par rapport au traitement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis les acteurs sur une même table. Et c'est là que j'avais commencé un postdoc sur cette thématique-là, et que là, j'ai repris le flambeau un peu en tant que coordinatrice et point focal du consortium, mais avec le titre de poste que j'ai en ce moment. Mais je ne fais pas que ça. Ah non? J'ai aussi un autre gros projet duquel je m'en occupe. C'est aussi le cancer de l'enfant en Afrique subsaharienne. Ah, spécifiquement? Oui. Ok. Oui, donc ça, c'est un projet sur lequel on essaye de suivre, parce que les données sont manquantes en Afrique subsaharienne. Les ressources n'y sont pas. Oui. Et du coup, il faut qu'on ait quand même, avant de commencer à intervenir, avoir une idée de ce qui se passe. Et donc, du coup, ce projet-là s'inscrit pour avoir des données sur l'incidence et la prévalence du cancer de l'enfant dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment la Tanzanie, le Malawi et le Kenya. D'accord. Et comment ça se traduit, du coup? Vous faites les questions et les réponses. Oui, bien sûr. Allez-y, je vous laisse. Donc, à ce niveau-là, c'est plus, donc, c'est suivre le parcours du patient. Donc, même pas l'accès aux soins quand ils arrivent, c'est en amont, au fait. C'est essayer de savoir, de par les parents qui sont arrivés, qu'est-ce qui leur a pris autant de temps pour parvenir. C'est ça. Quelles sont les barrières et facilitateurs à cet accès, et essayer de les suivre sur un an. Pour voir comment ça se passe au niveau survie, au niveau système de santé. Donc, c'est un tout, au fait. Alors, Michel, on vous sent passionné. Hein, vous n'êtes pas trompé de métier. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce parcours que vous nous décrivez, ou est-ce que ça a été un long fleuve tranquille, en tout cas une balade de santé à vous écouter, ça a l'air, vous avez l'impression que vous avez collectionné les diplômes assez facilement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été des marqueurs et qui vous ont aidé à franchir des étapes? Est-ce que c'était plutôt des hommes, des femmes qui vous ont aidé dans ce parcours? Alors, pour répondre à la question est-ce que c'était facile? Non. Déjà, quand on va aller plus dans le système scolaire, là, en général, quand on te dit à 18 ans, tu dois trouver ta voie, c'est pas très évident pour tout le monde. Non, pour personne. Pour personne, exactement. Et parfois, on a des idées. Notamment, la mienne, c'était je voulais faire de la médecine. Le premier grand obstacle, c'était de dire ok, c'est pas grave, je vais pas faire de la médecine, je vais faire autre chose qui est aussi important qu'être médecin. Et du coup, ça, c'était un des gros challenges. Le deuxième challenge, c'est... Et ça, c'était un challenge pour vous? C'était un challenge pour votre papa?
Non, papa était très chill. Il est genre, du moment que tu fais quelque chose que tu aimes bien, c'est pour vous, c'était plus compliqué pour moi. Parce que je dis j'allais le faire et je voulais faire et tout. Et c'était pas une question de ne pas pouvoir parce que, notamment, c'était juste la mauvaise voie pour moi, je dirais en rétrospective. Oui, il faut arriver à l'admettre et passer outre. Oui, et passer outre et se dire, OK, c'est pas grave. Ouais. C'est OK de changer d'avis. C'est OK d'avancer différemment parce qu'on grandit aussi et que nos perspectives changent aussi. Oui, vous avez parfaitement raison de le rappeler. Oui, et du coup, et c'est OK aussi de se dire, ah, je pensais que je voulais ça, mais finalement, je veux ça. Et c'est difficile quand on a toujours été dit, oui, mais on va faire ça, parce que on est dans un système scolaire qui cite les choses comme binaires. Oui, bien sûr. Oui et non. Et puis, vous aviez l'intention de sauver le monde. Du coup, il faut trouver une autre façon de le faire. Mais en fait, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut nourrir de grandes ambitions et malgré tout changer juste la trajectoire, mais pour atteindre le même objectif. Exactement. C'est pas une question de... Il y a plusieurs façons d'arriver quelque part. Donc, du coup, il faut juste être ouvert et s'écouter. Et s'écouter, oui. Ce qui n'a pas toujours été évident. OK. Et notamment aussi le changement. Pour revenir sur les difficultés, venir en France, malgré le fait que je parle la langue, quand même, c'est venir ici, s'installer, avoir un soutien. Je connaissais personne. D'ailleurs, pour essayer d'avoir des stages et tout ça, c'est complètement différent. Et culturellement, c'est différent. Même si il y a des similitudes, ça reste de pays différents. Bien sûr. Donc, du coup... Et qui vous a tendu la main? Alors, est-ce qu'on vous a tendu la main? Plusieurs personnes. Ouais. Mais il fallait aussi être du genre à vouloir prendre de l'aide. Donc, il y a ce côté-là qui est venu un peu plus tard. Là où... parce que j'ai toujours été du genre à être responsable et je fais tout et je suis indépendante. Je peux me débrouiller. Oui, je peux me débrouiller. Mais parfois... on est humain. Oui, puis c'est bien d'accepter l'aide que les autres peuvent vous donner. Exactement. Donc ça a pris un peu de temps. Mais aussi, c'était au début, quand tu arrives et tu connais personne. Et tu veux essayer à qui tu fais confiance. Donc, c'était pas évident, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le fait d'être une femme rendait les choses plus complexes dans votre carrière professionnelle en tous les cas, ou c'est pas un sujet? Parce qu'on dit souvent que, en tout cas en France, on a des problèmes avec la place des femmes dans les carrières scientifiques et on a du mal, et c'est d'où l'intérêt aussi de cette émission, c'est de montrer aussi des rôles modèles et de montrer qu'il y a des femmes qui font plein de choses différentes en fait dans ces carrières scientifiques. Est-ce que finalement, vous avez eu l'impression que c'était plus compliqué en étant une femme, ou c'est pas un sujet pour vous, ça? Pas nécessairement. J'ai été assez soutenue, je pense. Pas nécessairement. Pas pour moi personnellement. Je l'ai vu pour d'autres personnes. Mais vous ne l'avez pas subi? Je ne l'ai pas subi, non. Pas à ce niveau-là, du moins. C'est plus des choses personnelles. C'était plus ce que vous disiez, lever des freins que vous aviez, vous, à accepter de l'aide des autres, à accepter de changer d'orientation, que des choses extérieures. Les choses extérieures, ça reste au fait d'être étrangère dans un pays où on doit toujours penser en amont à son titre de séjour qui va expirer, comment faire pour rester, comment faire pour continuer à faire ses études ici et ne pas avoir ce temps de limite qui est ton titre de séjour. Mais ça, c'est une question qui est plus... en tant qu'étranger. Oui, c'est pas spécifique au fait d'être une femme. Non, c'est pas spécifique au fait d'être une femme. Mais dans l'environnement dans lequel j'ai été, être une femme n'a pas été forcément un frein. Un frein, du moins pas à ce niveau-là. Alors, et c'est quoi vos prochaines échéances? Parce qu'en fait, vous êtes jeune encore là, vous avez tout l'avenir devant vous. Alors, vous allez faire quoi ces prochaines années? C'est quoi votre objectif? Déjà, j'aimerais bien voir aboutir ce que j'ai commencé, parce que là, c'est par exemple, ce qu'on fait en Afrique, c'est
un nouveau projet qui a commencé l'année dernière. Donc, j'aimerais bien quand même voir évoluer le projet, la mise en place, etc. Parce que ce n'est pas simple. Ouais. Oui, mais par contre, ce que je veux faire, c'est quelque chose dont je me questionne. Ok. Mais surtout, quelque chose que j'aimerais bien faire en tant que femme engagée, c'est essayer de, comme je le répète et je le dis souvent, c'est d'être un bon role model pour les générations à venir, inspirer. Donc là, par exemple, si je supervise, être un bon superviseur qui va pouvoir ouvrir des portes pour les gens qui viennent sous mon aile, ou même essayer, n'importe quelle personne qui viendrait vers moi, essayer d'aider autant que je peux, parce que je pense que c'est ce que j'ai manqué, c'est de demander de l'aide. Mais aussi, quand j'ai demandé de l'aide, j'ai toujours eu des personnes qui ont tendu le bras et qui m'ont donné des conseils. Et là, justement, Michel, si vous aviez des conseils à donner aux femmes qui nous regardent et qui se disent, bah tiens, c'est vrai, moi, j'ai toujours aussi rêvé, alors, ou d'être médecin, ou d'être chercheur, ou d'être scientifique, quel conseil vous leur donneriez? De faire beaucoup plus confiance à eux-mêmes qu'ils ne le pensent, qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce n'est pas too late, comme on dit, ce n'est pas trop tard pour essayer de se lancer dans une ambition ou quelque chose que vous percevez. Et toujours demander aux gens autour. On est toujours surpris de ce qu'on peut découvrir quand on demande conseil ici et là, que ce soit aux hommes ou aux femmes. Il y a des perspectives toujours intéressantes à prendre. Oui. Et alors, Michel, dernière question de l'émission. Vous la connaissez, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans l'espace public, dans le débat public? Alors, j'y ai pensé à cette question. Moi, je trouve qu'il faut un changement de narratif. Du coup, il faut que la place de la femme, quel que soit son profil, soit acceptée au niveau du public, que ça ne soit pas une question de comment on va lui donner plus de place. Donc, la solution un peu, c'est qu'il faut commencer de plus jeune aussi. Donc, c'est des programmes de mentorat à destination de pas seulement les femmes, mais tout le monde, et d'essayer, pour changer le narratif autour de comment laisser la place aux gens dans le débat public, pas seulement les femmes, mais toutes les personnes qui peuvent être marginalisées aussi, en impliquant plus les femmes, en leur donnant plus un espace, des formations, etc., des personnes vers qui elles peuvent aller demander conseil. Bien sûr, on ne peut pas le faire sans avoir des hommes aussi, pas pour dominer, mais plutôt pour guider et soutenir. Et aussi les ressources qu'il faut pour faire en sorte que cela soit accessible, quoi. Donc, y mettre des ressources, du temps, et que ça soit récompensé un peu par rapport à... Il faut investir du temps là-dedans. Oui, c'est ça. Oui. Michel, merci beaucoup. On va s'inspirer du narratif pour le prochain livre blanc de l'équipe des Lionnes. Merci d'être venu ce matin au micro du Café des Lionnes. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Café des Lionnes. Bonne semaine.